bonjour. Ma présentation aujourd'hui s'intitule comme tu l'as dit, quelques considérations autour du principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, je vais le définir un peu plus tard, mais c'est un principe qui a été explicité pour la première fois par Aristote, qui le tenait comme le plus sûr de tous les principes. Et c'est un principe qui est vraiment fondamental pour le raisonnement. Et le but de ma présentation aujourd'hui, ça va être de réfléchir sur le principe de non-contradiction et via ces réflexions, se demander si c'est bien vrai qu'il est certain. Pour la suite de la présentation, je vais parfois parler de PNC pour principe de non-contradiction, c'est un peu moins lourd. Donc, le plan de ma présentation va aller comme suit. D'abord, dans un premier temps, je vais faire un rappel sur ce que sont les valeurs de vérité, ce qui m'amènera à définir les contradictions et éventuellement le principe. Ensuite de ça, on abordera un certain nombre, en fait, une remise en question du principe de non-contradiction. Mais comme je l'ai dit, étant donné que le PNC est important pour le raisonnement, donc si on l'abandonne, si on le remet en question, comment est-ce qu'on peut encore raisonner? Donc ce sera la thématique de la dernière partie de la présentation. Donc les valeurs de vérité classiques, on en a deux, c'est le vrai et le faux. Et la manière dont on les conçoit généralement, c'est que si je tiens un énoncé P comme vrai, je ne le tiendrai pas en même temps comme faux. Donc, c'est ce qu'on dit, on les conçoit de manière exclusive. Et un énoncé ne peut pas être dans les deux catégories en même temps. Donc, si j'ai un palmier dans mon salon, par exemple, et que c'est vrai, en même temps et sous le même rapport, ce ne sera pas faux qu'il y ait un palmier dans mon salon. Et de la même manière, si j'ai un énoncé Q, par exemple, les humains ont marché sur Jupiter, qui est faux, que je tiens pour faux, il ne sera pas en même temps dans la catégorie du vrai. Bon. On conçoit aussi nos valeurs de vérité comme exhaustives, c'est-à-dire que les énoncés sont soit vrais, soit faux, et on a un signe de négation pour dire que si mon énoncé P est vrai, la négation de mon énoncé P est un énoncé qui est, lui, faux. Et si mon énoncé de départ est faux, j'ai la négation de mon énoncé qui est vrai. Donc ça m'amène à la définition de contradiction. En fait, il y en a beaucoup de définitions de contradiction. Il y a un chercheur qui a recensé la littérature et qui a remarqué que selon les différents paramètres dont on a besoin pour définir la notion de contradiction, on aurait, selon un compte très conservateur, au moins 240 formulations différentes possibles de la notion de contradiction. Donc, on ne va pas toutes les voir, bien sûr. Donc, une première définition, c'est que une contradiction, c'est la négation d'une tautologie. Donc, une tautologie, c'est un énoncé qui est toujours vrai, et donc sa négation sera toujours fausse. Mais c'est une définition un petit peu particulière, et en général, dans la littérature, les définitions qu'on va trouver de la notion de contradiction se centrent autour des notions de conjonction, donc le « et » de la langue naturelle, et de la négation. On retrouve 4 catégories différentes de définitions, donc des définitions dites syntaxiques, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent à la forme d'un énoncé. Donc une contradiction, ce serait un énoncé qui aurait la forme, par exemple, alpha et la négation de alpha. Il y a des définitions sémantiques de la contradiction. Donc sémantique, ça veut dire qu'il s'intéresse à la vérité et à la fausseté d'un énoncé. Donc, par exemple, une contradiction dans une acception sémantique, ce serait de dire qu'une phrase alpha est à la fois vraie et fausse. Il y a des définitions métaphysiques de la contradiction. Donc là, on parle plus en termes d'objets et de propriétés qu'on attribue aux objets. Donc ici, l'énoncé, ce qu'il nous dit, c'est que pour tout objet X et toute propriété P, si j'attribue à X la propriété P et qu'en même temps, je la lui nie, j'ai une contradiction. Donc, d'une manière un peu moins formelle, si j'attribue par exemple à la planète Mars la propriété d'être rouge et qu'en même temps je dis que la planète Mars n'est pas rouge, j'ai une contradiction d'un type métaphysique. Enfin, il y a des définitions pragmatiques de la contradiction. Et là, on va plus parler en termes d'agent rationnel ou de, par exemple, un locuteur X. Donc ici, ce que ça dit, c'est qu'un locuteur X
affirme ou accepte une proposition alpha et en même temps, ce même locuteur affirme ou accepte la contradictoire. Et ça, ce serait une contradiction pragmatique. Ce que je vous ai montré ici, les différentes définitions, ce sont des définitions selon lesquelles une contradiction, c'est un énoncé et une conjonction avec une forme de négation. Mais il y a dans chacune de ces catégories, il y a des définitions aussi à l'effet qu'une contradiction est en fait deux énoncés, l'un étant la contradictoire de l'autre. Donc ça a l'air de se ressembler un peu, mais c'est en fait différent. Et pour terminer, il y a aussi des définitions explicites ou implicites de la contradiction. Donc, une définition explicite, une contradiction explicite, c'est une définition qui est évidente. Si je vous dis par exemple que la planète Mars est rouge et qu'il est faux que la planète Mars est rouge en même temps, ça devrait normalement vous paraître un petit peu bizarre comme énoncé. Mais il y a des définitions aussi implicites de la contradiction. En fait, c'est un énoncé ou plusieurs énoncés qu'il faudrait analyser un peu plus en détail pour faire ressurgir la contradiction. La contradiction n'est pas évidente a priori, à prime abord. Donc, il y a beaucoup de distinctions, il y a beaucoup de formulations possibles de la contradiction, et en fait, il y en a tout autant du principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, ce que c'est en fait, c'est que c'est une sorte d'interdiction. Donc, c'est une sorte d'interdiction. Donc, on va vouloir rejeter les contradictions. Il y a un problème avec les contradictions, on veut les rejeter. Donc, si par exemple, dans ma version syntaxique, j'ai une contradiction, ben, le principe de non-contradiction va simplement la nier. Dans une version sémantique, je pourrais dire, mon principe de non-contradiction pourrait dire, ben, aucune phrase n'est à la fois vraie et fausse. Dans une version métaphysique, on pourrait dire, il est impossible à un objet d'avoir en même temps et sous le même rapport une propriété P et de ne pas l'avoir. Et dans la version pragmatique, on pourrait énoncer le principe de non-contradiction de la manière suivante. Il est impossible qu'un locuteur affirme ou accepte une proposition alpha et en même temps affirme ou accepte sa contradictoire. Donc, je me suis attardé sur ces différents points parce que c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de notions qui sont importantes dans la définition du principe de non-contradiction. Et toutes ces formulations qu'on distingue, c'est intéressant de les distinguer et d'avoir en tête qu'il y en a un certain nombre, parce que quelqu'un pourrait tout à fait soutenir le principe de non-contradiction dans une version métaphysique, mais le rejeter dans une version pragmatique, par exemple. Et dans la suite de la présentation, je vais maintenant vous parler de justement certains philosophes qui ont remis en question la version sémantique. Et pour ce faire, ils sont passés par le paradoxe du menteur. Alors, c'est quoi le paradoxe du menteur? C'est la phrase suivante. Cette phrase est fausse. C'est un énoncé qui se qualifie pour avoir une valeur de vérité. Comme on a dit que tout énoncé est soit vrai, soit faux, celui-ci n'échappe pas à la règle. Donc, si cette phrase est vraie, ce qu'elle nous dit devrait être le cas, mais ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est fausse. Donc, si elle est vraie, elle est fausse. Ça nous pose un problème pour notre conception exclusive de nos valeurs de vérité, c'est-à-dire qu'une phrase peut pas être les deux, un énoncé ne peut pas être à la fois vrai et faux. Par souci d'exhaustivité, donc, si on rejette qu'elle est vraie, ben, on devrait donc proposer qu'elle est fausse. Mais si elle est fausse, ce qu'elle nous dit est le cas. Donc, si cette phrase est fausse, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'elle est fausse. Donc, elle est vraie. À ce moment-là, si cette phrase est vraie, elle est fausse. Si cette phrase est fausse, elle est vraie. Donc, encore une fois, on a un problème avec notre exclusivité. Et ça, c'est une phrase, en fait, qui est à la fois vraie et fausse, du moins c'est ce que vont soutenir certains philosophes, et donc ça contrevient directement au principe de non-contradiction dans sa version sémantique. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes, et il y a plusieurs personnes qui vont proposer des solutions pour contourner le paradoxe. Donc, dans un premier temps, il y en a qui vont soutenir que bon, c'est sans gravité, hein, c'est une phrase un peu particulière dont on parle, on ne dit jamais cette phrase-là dans la vraie vie, donc ce n'est pas si grave que ça qu'elle existe. Mais si notre langage a un pouvoir expressif en général, pourquoi est-ce que cette phrase-ci ne serait pas signifiante? Si on pense qu'elle n'est pas signifiante, il faudrait montrer pourquoi. Et
aussi, elle peut pointer vers un problème par rapport à la notion de vérité même. C'est-à-dire que si de la même manière on pense que notre langage peut exprimer des choses vraies et fausses, y compris de lui-même, ben, ce genre de phrase est légitimement envisageable. Donc, ce n'est pas du tout évident que c'est un problème qui est insignifiant et non grave. Alors, d'autres personnes vont aller un peu plus loin et proposer que ben, un énoncé ne peut pas légitimement se référer à lui-même. Mais là, encore une fois, on a beaucoup d'énoncés de la langue française qui réfèrent à eux-mêmes et ce de manière tout à fait non problématique. Par exemple, si je dis « cette phrase contient 5 mots », c'est une phrase qui se réfère à elle-même. Ce n'est pas très intéressant, mais il n'y a aucun problème avec cette phrase. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait exclure cette phrase-ci aussi? Il faudrait le justifier. Il y en a d'autres qui vont aller encore plus loin en proposant qu'un énoncé ne peut pas référer à sa propre valeur sémantique, comme le fait le menteur en disant de lui-même qu'il est faux. Là aussi, il y a quelque chose de problématique à construire une restriction à cause de cet énoncé spécifiquement, sur la simple base que la conclusion à laquelle il nous emmène ne nous convient pas. En fait, le problème ici, c'est qu'on trouve inacceptable le paradoxe, car il conduit à la possibilité qu'il existe des contradictions ou que certaines contradictions sont vraies. Mais si c'était précisément la thèse de quelqu'un, si quelqu'un affirmait que les contradictions peuvent être vraies, ben, à ce moment-là, on ne pourrait rien lui répondre sans présupposer de manière dogmatique le principe de non-contradiction. Et en fait, c'est ce que vont faire la plupart des gens qui vont s'attaquer au principe de non-contradiction. Ils vont proposer qu'en fait, il existe des choses qui sont vraies et fausses. Donc, on a une accumulation des valeurs de vérité. On a le vrai, des choses qui sont vraies seulement, on a des choses qui sont fausses seulement, mais on a aussi des choses qui sont vraies et fausses, comme le paradoxe du menteur, par exemple. Ça, ce que ça veut dire, ce que ça implique, c'est qu'on aurait, par exemple, dans ce cas-là, on aurait 3 valeurs de vérité, on n'en aurait juste plus 2. Et donc, l'exclusivité prend le bord, pour le dire poliment. L'exclusivité, c'est quoi? C'est le principe de non-contradiction. Donc, avec un tel exemple, certains philosophes se sont permis de penser qu'ils ben, avaient effectivement remis en cause le statut du PNC. Et depuis que ça a été proposé, ben, il y a beaucoup d'autres formes, beaucoup d'autres contre-exemples qui ont été proposés, d'autres paradoxes qui ont été utilisés pour montrer que eh bien, d'autres versions du PNC échouent aussi. Donc, par exemple, des versions métaphysiques ou même pragmatiques ne tiennent pas. Donc, bon, on a vu assez rapidement tout de même, mais on a vu que certains philosophes remettent en question le principe de non-contradiction, au moins sous certaines versions. Mais on a dit aussi que le principe de non-contradiction, il est fondamental pour le raisonnement. Donc, il semble qu'il y aurait une conséquence pour ces philosophes. Alors, on va voir maintenant comment est-ce que ça se fait que le principe de non-contradiction est important dans le raisonnement. Il y a plusieurs manières de formaliser le principe de non-contradiction. La première, c'est celle-ci. On l'a vu un petit peu quand on a vu le PNC dans sa forme syntaxique. C'est que simplement, bon, si on a une contradiction, on va la rejeter. Ça, c'est important pour le raisonnement par l'absurde. Donc, si je pose une hypothèse H, par exemple, que je voudrais tester, mais qu'au cours de mon raisonnement, cette hypothèse me conduit à une certaine contradiction, mettons qu'elle me permet de prouver non H, ben, j'aurai une contradiction. Et si on rejette les contradictions, ben, on va rejeter la conclusion de notre hypothèse. Donc, on devrait rejeter l'hypothèse aussi. Le raisonnement par l'absurde, c'est un raisonnement qui est important et qui est commun. Mais cette version du principe de non-contradiction, ici, elle n'empêche pas, en tant que telle, elle n'empêche pas que ma théorie puisse contenir des contradictions. En fait, il y a une autre manière de formaliser le principe de non-contradiction qui est beaucoup plus forte, c'est celle qui est ici, c'est ce qu'on appelle le principe d'explosion, qui est un principe logique valide en logique classique. Et en fait, ce qu'il nous dit, ce principe, c'est que d'une contradiction, tout découle. Et donc, si on a des contradictions dans notre théorie, ben, notre théorie va être capable de prouver n'importe quel énoncé imaginable. Tout ce qu'on peut imaginer, on va pouvoir le démontrer comme vrai. Donc, on doit rejeter les contradictions. Donc, c'est une forme beaucoup plus active du principe de non-contradiction parce que là, maintenant, il y a des conséquences beaucoup plus fortes à tolérer les contradictions. Notre théorie va être vouée au trivialisme.
Alors pourquoi est-ce que d'une contradiction tout découle? On peut le voir comme ça. Si j'ai une contradiction, mettons il pleut et il ne pleut pas, par exemple, ou il pleut et il est faux qu'il pleut. Si cette contradiction est vraie, par hypothèse, donc il est vrai qu'il pleut d'un côté et il est vrai qu'il est faux qu'il pleut d'un autre côté. Disons, il ne pleut pas pour plus de simplicité. Mais si il est vrai qu'il pleut, ben, il va aussi être vrai que soit il pleut, soit les pains d'épices sont de fins diplomates, par exemple. Donc, pourquoi? Parce que si l'un des deux disjoints est vrai, ben, ma disjonction va être vraie aussi. Donc, s'il est vrai qu'il pleut, il est vrai que soit il pleut, soit les pains d'épices sont de fins diplomates. Toutefois, si une disjonction est vraie, mettons par exemple si je dis il pleut et il neige, il pleut ou il neige, mais que je dis aussi il ne pleut pas, ben, ma conclusion logique serait de dire ben, et donc il neige alors. Et de la même manière, si j'ai dit qu'il pleut, ou soit il pleut, soit les pains d'épices sont de fin diplomate, si j'ai par hypothèse, parce que j'ai ma contradiction qu'il est faux qu'il pleut, ben je peux conclure légitimement que les pains d'épices sont de fin diplomate. Donc je peux prouver virtuellement n'importe quoi à partir d'une contradiction. Donc c'est ce principe-là qui doit être battu en brèche par les gens qui veulent attaquer le principe de non-contradiction. Et c'est ce qu'ils vont faire. En fait, il y a un nombre phénoménal de logiques qui ont été développées dans lesquelles ce principe-là n'est plus valide. Et donc, on peut avoir nos contradictions en toute paix d'esprit. Ce sont toute logique qui évite ce principe est appelée logique paraconsistante. Et ce sont des logiques qui ont leur propre tautologie, leur propre raisonnement valide, etc. Donc, on peut raisonner malgré qu'on ait des contradictions. Et un exemple intéressant de ça, c'est l'exemple de l'informatique. En informatique, on a des programmes qui gèrent des quantités de données phénoménales et dans lesquels il y a sans aucun doute des contradictions, au moins d'une forme implicite. Mais on ne veut pas que notre ordinateur ou notre programme, quand on lui pose une question, puisse nous répondre absolument de tout et n'importe quoi parce qu'il contient des contradictions. Donc, on a besoin de raisonnement paraconsistant pour pouvoir fonctionner. En fait, ce qu'il fait, ça, c'est que c'est un fait en informatique qu'on a des contradictions. Il faut pouvoir les gérer, les contenir et raisonner de manière cohérente malgré tout. Donc, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que contrairement aux paradoxes qui peuvent mettre un peu les gens mal à l'aise et qu'on a du mal à comprendre, là, on a un domaine qui contient de base des contradictions et il faut pouvoir raisonner correctement, il faut pouvoir isoler les contradictions. Donc, en conclusion, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est que, donc Aristote avait proposé 3 versions du principe de non-contradiction dans la métaphysique. Depuis les années 60 environ, le débat a permis de distinguer et d'analyser une multitude de formulations différentes. Et je trouve que c'est intéressant d'aller voir pourquoi. Parce que notamment, ça fait réfléchir sur les notions de conjonction, sur les notions de négation, des choses qu'on considère comme fondamentales quand on s'exprime, mais qui sont en fait extrêmement subtiles. Par ailleurs, considérer l'échec du principe de non-contradiction, ça a ouvert la voie à de très nombreux systèmes de pensée qui ne sont pas permis si on prend le principe de non-contradiction comme un axiome. Et aujourd'hui, le débat est extrêmement vivant et continu. Donc, est-ce qu'il y a des formulations du principe qui sont encore incontestables? Est-ce qu'il y a des intuitions en arrière qui sont incontestables? Le débat est très, très actif. Et mon but avec cette présentation, c'était simplement de vous, je ne sais pas si ça vous empêche de dormir le principe de non-contradiction, mais mon but, c'était simplement de vous montrer que c'est une question très vaste, très intéressante, et qu'il y a quand même des manières de réfléchir, même si on abandonne ce principe qui est tenu pour premier en général. Voilà, merci pour votre attention et la discussion est ouverte.